présents ce soir pour notre nouvelle conférence Conflit moteur du vivre ensemble. Cette conférence va nous être présentée par Jean-Baptiste Chida, qui est commandant de police au commissariat de Rochefort. Il a fait une formation auprès du groupe des négociateurs du RAID, spécialiste de la gestion des conflits, des comportements agressifs. Je pense qu'il a une belle expérience pour nous apporter quelques clés, si ça nous arrive, dans une société malheureusement de plus en plus violente. Voilà, donc je lui souhaite la bienvenue et merci à vous d'avoir répondu présent par cette canicule. Mais je pense que nous allons faire des courants d'air et ça devrait pas mal se passer. Donc comme à l'accoutumée, nos conférences se passent de la façon suivante. Jean-Baptiste va faire sa conférence pendant à peu près 30 minutes et ensuite ce sera à vous de poser vos questions sous forme, il y aura des questions-réponses sur là aussi 30 minutes. Je laisse la parole à Corinne. Eh bien, bonsoir à toutes et à tous. Alors, avant de commencer, je voulais vous parler de quelque chose un petit peu différent, de mon agacement à l'encontre de mon voisin. Parce qu'il reproche à mon chat de visiter son jardin. Et ça fait des semaines que ça dure. Mon chat traverse régulièrement son jardin. Mon chat pense qu'il est chez lui. Et mon voisin n'arrête pas de dire que non, c'est sa propriété. Et bien voilà, nous sommes en conflit ouvert. Alors ne vous inquiétez pas, j'ai pas de chat et je m'entends très bien avec mes voisins. C'était simplement pour vous montrer en une minute ce que peut être un conflit. L'exemple que je vous ai donné, c'est un conflit entre particuliers, c'est un conflit de voisinage, c'est un conflit aussi éventuellement d'identité. Et c'est donc le thème que nous allons aborder ce soir. Donc, nous accueillons Jean-Baptiste et je voudrais, enfin, on nous dit souvent que, et c'est ce qui vient d'être dit à l'instant, que notre société est actuellement de plus en plus conflictuelle. Est-ce une réalité? Est-ce une impression? Avez-vous des chiffres? Qu'en pensez-vous? Bonjour à toutes et à tous. Oui, en effet, c'est une réalité. Notre société, notre civilisation, elle devient de plus en plus conflictuelle. Tout est source de conflit. Comme vous avez dit, le chat, mais ça peut être aussi pour une place de parking, ça peut être pour un fait de sociétal, et j'en passe. Les statistiques, hélas, sont en constante augmentation. Oui, nous sommes dans une société où il y a des conflits qui génèrent de la violence, mais maintenant, c'est à nous tous, nous sommes tous maîtres pour faire baisser tout ça. Est-ce que nous sommes, et c'est la question aussi qu'on doit se poser, nous sommes capables de faire en sorte de ne pas rentrer dans les conflits? Est-ce que nous sommes prêts à faire le premier pas? Est-ce que nous sommes prêts à aller vers l'autre? C'est la question. Même chose. Sur Rochefort, les pays rochefortais, je dirais même la Charente-Maritime, nous sommes assez préservés. Même si on entend beaucoup de choses, il fait bon vivre à Rochefort. J'ai fait quasiment le tour de France dans ma profession et je le dirais régulièrement, je n'ai jamais vu une ville aussi calme. Ça fait du bien. Alors, conflit, oui. Le tout est de savoir comment gérer le conflit. C'est ça. On sait très bien que se buter l'un à l'autre, contre l'autre, ça mène à rien. Éventuellement à la violence, au pire. Donc, le conflit, on peut le régler, le générer d'une autre manière. Il faut parler, aller vers l'autre. Avec ça, déjà, on règle beaucoup de choses. Est-ce que l'on peut avoir peut-être une idée des chiffres Il faudrait. Ouais. Voilà. L'état des lieux, les chiffres qui nous sont affichés, c'est
seulement au niveau national, je prendrai au niveau national 5%. C'est tout ce qui est agression physique, j'entends bien, les menaces et les insultes. Dites-vous bien que les 3359, c'est en zone police en Charente-Maritime, c'est très peu. Comme je disais tout à l'heure, c'est très très peu. Mais c'est en augmentation. C'est une hausse constante. On peut l'expliquer comment? Tout simplement, regardons un peu autour de nous. Qu'est-ce qui peut générer des conflits? Il y a aussi bien les tensions économiques, les tensions individuelles qui peuvent générer ça. Là, on a vu une très nette hausse des conflits. C'était dû au départ au Covid. Le fait d'être cloîtré chez soi, ne pas pouvoir sortir, être, je vais même le dire, fliqué dès que vous sortiez, c'était ça, c'était source de conflit. C'était source de conflit. Tout est conflit. Regardez bien, vous mettez n'importe quelle chaîne de télévision, de nouvelles, tout est conflit. C'est 24 heures sur 24, il y a des guerres, il y a des manifestations pour plein de raisons. Ce sont des conflits. Et après ça, ça donne un climat anxiogène à tout le monde. Et à partir de là, on est tous, je dis bien tous, prêts, entre guillemets, à bondir sur le moindre geste qui ne nous plaît pas. La moindre petite chose, la dernière fois que j'ai dû régler un conflit, c'était pour une place de parking. Une place de parking. La personne n'avait qu'à faire 5 mètres de plus et il y avait une autre place. Voilà, c'est ça. Et on peut dire aussi qu'il y a un recul maintenant. On peut dire aussi maintenant qu'il y a un recul des échanges directs par l'intermédiaire des médias, des écrans. Donc il y a une forme de conflit là qui se développe de plus en plus. Le fait qu'il y ait les réseaux sociaux, les Internet et tout ça, ça donne à beaucoup de personnes le fait de pouvoir déverser leur fiel, leur méchanceté sans filtre. On le voit bien avec le harcèlement, avec tout ça, mais il n'y a plus de filtre. La personne en question, derrière son ordinateur, son écran, je suis intouchable. Mais les personnes qui reçoivent les mails, etc., elles sont touchables. Elles le prennent en direct et pas de filtre. C'est ça. C'est ce biais-là que aussi les pouvoirs publics sont en train de lutter pour essayer de mettre des barrières, des filtres supplémentaires. La haine, comme on dit souvent, la cyber-haine, elle est là, elle est présente. Et ça touche tout le monde. Il n'y a pas un groupe de personnes qui n'est pas touché en la matière. Même chose, vous prenez, je disais tout à l'heure, les chaînes d'infos continues. Personnellement, je ne les regarde même plus. Parce qu'au bout d'un quart d'heure, vous avez une seule envie, c'est d'être cloîtré chez soi et de se dire, mon Dieu, ça y est, c'est la fin du monde. Mais non, arrête tout ça. Reprenons, j'adore dire cette phrase, je paraphrase mon père, c'est bon, assieds-toi, bois un coup et discute. Oui, c'est beau. Assieds-toi, bois un coup, ça permet de l'eau. Ça permet aussi de réfléchir et discuter, mais déjà c'est 50% de conflits en moins. C'est ça, parler avec les gens. Je m'amuse depuis le Covid et surtout la formation que j'ai eu la chance de faire, de regarder vous tous que je croise dans les rues, dans la rue ou quand en voiture, etc. Mon Dieu. Mon Dieu. Ah là c'est bien, je vois des sourires, c'est magnifique. Mais pourtant, nous avons tous notre lot de problèmes à régler. Ne serait-ce que hier, en voiture, je me suis arrêté pour laisser passer une autre voiture. La personne, la conductrice, faisait des grands gestes parce qu'elle n'était pas contente parce que je l'avais laissé passer en plus. J'ai pas compris. J'ai pas compris. En plus, j'essayais de lui sourire. Voilà.
faire un pas vers l'autre. Donc, il y a aussi un isolement social, même s'il y a des communications à travers des écrans, il y a un isolement social qui peut limiter l'entraide aussi. Tout à fait. Tous les conflits, à un moment donné, et vu tout ce qu'on peut lire, écouter, voir, alors selon tous les réseaux, c'est-à-dire soit les réseaux sociaux, soit les radios, soit tous les médias, on a peur de l'autre. On a vraiment peur de l'autre. Il faut savoir le nombre de personnes qu'on reçoit, quand je dis on, les forces de l'ordre, et en particulier au niveau du commissariat, le nombre de personnes qui nous appellent ou qui viennent nous voir en disant j'ai peur. Attends mon garçon, t'es à Rochefort, t'es pas dans le 93 ou au fin fond des quartiers nord de Marseille. Voilà, c'est même chose, et je reviens, le sentiment d'insécurité que certains peuvent avoir est vraiment personnel. On ne peut pas mesurer le sentiment d'insécurité. Le sentiment d'insécurité que nous on peut avoir ici sur Rochefort n'est surtout pas le même que celui qui habite à Nantes, ou à Marseille ou ailleurs. Voilà, c'est ça. Et puis, qu'est-ce qui nous empêche d'aller vers l'autre? On a peur de l'agresser, on a peur de ne pas être comprise, on a peur que l'autre peut nous agresser, c'est ça. Je ne dis pas qu'on doit vivre dans un monde de bisounours, mais ce serait plus sympathique quand même. Donc si je comprends bien, on est dans le constat d'une société quand même plus tendue, qui soulève... Ah oui, j'en recommence. On peut faire le constat d'une société plus tendue au niveau conflictuel et qui soulève des réalités très différentes. Comprendre, c'est déjà désamorcer. Alors pour comprendre, il faudrait peut-être que vous puissiez nous expliquer ce qu'est un conflit aujourd'hui. Comment peut-on le définir dans notre société? Il y a plusieurs types de conflits. Conflits internes, conflits familiaux, là c'est une grande partie de notre travail aussi. Ça peut être aussi les conflits scolaires, via le harcèlement scolaire. Ça peut être les conflits sociétals, manifestations pour ou contre telle loi ou telle réforme. Personnellement, j'ai travaillé sur toutes ces thématiques-là. Je fus officier CRS, j'ai été en police judiciaire, donc j'ai traité certains conflits familiaux. Je suis aussi référent à l'éducation nationale, donc je travaille avec tous les établissements scolaires de Rochefort et de Poney-Charente. Donc je vois aussi les conflits, aussi bien entre élèves que qui dépassent l'élève, c'est-à-dire que ce sont en fin de compte les familles qui sont en conflit, mais manque de chance, les élèves sont dans la même classe. Et ça, bien sûr, ça déborde dans la classe. C'est tout ça. Et là, dans ces cas-là, avec l'éducation nationale, avec les représentants de l'éducation nationale, on essaie de faire baisser cette tension-là afin que le conflit entre deux familles, entre deux élèves, ne vienne pas, j'allais dire, pourrir une classe entière, ou un groupe pour d'autres thématiques. C'est ça. Comme je vous ai dit, je fus à un moment donné officier CRS. Pour moi, la meilleure des missions, c'est quand une manifestation se déroule sans accroc, c'est-à-dire qu'il n'y a rien. Que j'étais là simplement pour voir passer des manifestants. Ah, c'est magnifique. Vous êtes là, nous avons la chance d'être dans un pays où manifester est légal. Pourtant, c'est un policier qui vous le dit. Et sincèrement, dire que manifester est légal et que tout se passe bien, qu'il n'y a pas d'opposants, ou du moins, s'il y a opposants qui ne sont là que pour parler, c'est très bien. C'est très très bien, pas autre chose. Bon, je vous avoue, 10 ans que je suis sur Rochefort, les manifestations se déroulent toujours très très bien. Donc là, vous avez parlé du conflit scolaire, familial, il y a aussi le conflit professionnel, et il y a aussi une manque de dialogue qui peut aboutir sur des conflits. Tout à fait. Je dirais au niveau professionnel,
Souvent, nous sommes appelés pour des conflits intra-entreprise, à l'intérieur même de l'entreprise. Mais ce qu'on revoit tout de suite, c'est quoi? C'est qu'en fin de compte, il y a un défaut de communication. Tout de suite, il y a un défaut de communication. Et les deux protagonistes sont fermés et n'écoutent pas l'autre. Écoutez l'autre. La même chose, c'est une chose qu'on ne sait plus faire, ou peut faire. Comme je le disais tout à l'heure, j'adore vous regarder dans la rue. J'adore aussi voir les zombies. Ce que j'appelle moi les zombies, ce sont les personnes, surtout, pas trop ici sur Rochefort, mais dès qu'il y a dans les grandes villes, alors bien sûr Bordeaux, La Rochelle et ailleurs, ça en est légion. J'adore les imiter, comme ça, dans la rue, avec un casque sur la tête, en train de regarder le téléphone portable. Et les zombies, ils ne voient rien. Ils ne voient pas que, éventuellement, ils pourraient aider une personne en difficulté à gauche, ou même que dans 5 mètres, ils vont, eux, être en difficulté. C'est ça. Parce que c'est bien, on a maintenant des outils de communication très bien, mais qui nous coupent énormément. Outils de communication, mais qui nous coupent de la réalité du discours direct avec les personnes. C'est quand même antinomique. Donc on voit qu'aujourd'hui, le conflit s'infiltre de plus en plus dans notre quotidien. Est-ce que vous pouvez nous parler des mécanismes de ce conflit? Comment s'installe-t-il? Y a-t-il eu une évolution au cours des dernières années? L'évolution? Les mécanismes. Les mécanismes, l'évolution, c'est très simple. On reste, j'ai bien dit on reste tous sur nos acquis. J'ai décidé que c'était ça, je ne bougerai pas. Ok, très bien, mais un pas sur le côté. Non, c'est là. Je ne bougerai pas. Donc, conflit. En fin de compte, c'est, comme je le dis et je me répète, aller vers l'autre. Aller vers l'autre, c'est aussi essayer de trouver des solutions. Les types de conflits, bon, on en a parlé. Ces conséquences, on verra tout à l'heure, qui peuvent être à la fois graves, très graves, mais alors que aller vers l'autre, la négociation. La dernière fois que j'ai dû user de négociation, c'était pendant 2 heures. 2 heures, je dis de suite, au bout de 2 heures, c'était. On me ramassait la petite cuillère. Mais en fin de compte, la personne qui était retranchée chez elle, elle est sortie et elle a été prise en compte par les secours. Ça aurait été plus simple pour moi, ils auraient mis moins de temps, entre guillemets, de casser la porte et d'envoyer une équipe d'intervention de chez nous pour la maîtriser. Je préférais l'autre méthode. Ça m'a pris 2 heures de mon temps, j'étais rincé, mais au moins il n'y a pas eu cette violence-là. Voilà, 2 heures. Pourquoi? C'est parler. Et la personne en face ne comprenait pas que une personne puisse lui parler. Au départ, elle prenait même le cas que c'était que je voulais l'agresser. Mais non, je voulais tout simplement parler. Elle m'a même reproché que je souriais. Rappelez-vous, entre vous, pensez-y, quand vous êtes dans la rue, je ne vous demande pas de sourire comme un sourire BA, non, quand même pas. Mais un petit sourire, ça mange quoi? Il y a moins de muscles en plus qui travaillent quand on sourit. Je viens du Sud, donc. Alors, avant de parler de la médiation, parce que vous avez un petit peu commencé là dans le dialogue, j'aimerais savoir, toujours dans l'explication des mécanismes du conflit, savoir ce qui transforme un désaccord en affrontement. Déjà, la thématique. Une thématique, c'est simple. Une personne est d'accord, l'autre n'est pas d'accord, ou je veux ça, non, c'est pour moi, ou le fameux chat, quoi qu'est-ce? Le désaccord, ok, très bien. Et là, comme je disais, personne ne veut faire un premier pas, ou essayer de comprendre l'autre. Même chose, le conflit, si on peut mettre le slide suivant avec l'arbre. C'est très intéressant ce slide-là. Regardez, le conflit, c'est le
problème majeur. Voilà, ça y est, la personne est face à nous, elle est en colère ou pour des raisons X, mais bon, la thématique, on va dire que c'est le chat. Mais en fin de compte, est-ce que c'est vraiment le chat qui pose problème? Est-ce qu'en effet, il n'y a pas d'autre cause? Les racines. Les racines. Et pour désamorcer ça, si on peut en parler déjà un peu, c'est faire parler la personne. Parler. On revient toujours au même, c'est parler. C'est très beau, hein. En conflit, on n'a qu'une seule envie, c'est de parler plus fort que notre interlocuteur. Non. Déjà, c'est une chose qu'il ne faut pas faire, parler plus fort que l'interlocuteur. Mais au contraire, c'est baisser le ton de votre voix. Parce que votre interlocuteur sera dans l'obligation de s'arrêter et de baisser son ton pour vous écouter, pour dire mais qu'est-ce il ou elle est en train de me dire? Ah d'accord, ok. Ça casse la mécanique de la colère, du conflit. Le problème majeur, comme je vous ai dit, c'est la goutte d'eau qui fait déborder le vase. La petite goutte d'eau. Comme je le disais tout à l'heure, cette brave conductrice que j'ai laissée passer, qui elle, m'a fait des gestes et qui n'était pas contente. Je ne sais pas de sa vie, peut-être qu'elle était en retard, peut-être qu'en fin de compte elle était agacée de sa journée. Moi, si j'avais été agacé de ma journée, j'aurais klaxonné, j'aurais fait pareil qu'elle. Vous imaginez que ça aurait terminé, allez, à minima en conflit verbal, au pire physique. Au pire physique. Voilà les conséquences. Les conséquences. Tout ça pourquoi? Pour rien. Sachant que, voilà, on ne sait jamais les causes. Oui, on voit la petite goutte d'eau qui crée le conflit à l'instant T, mais la recherche, et c'est là où vient mon travail, où j'ai été formé, c'est de rechercher les causes et à partir de là, travailler pour ne pas qu'on arrive aux conséquences. C'est ça. Et c'est ce que j'essaie, parce que ce type, là je le fais en méthode conférence, mais j'interviens souvent aussi auprès de professionnels, que ce soit les instituteurs, enfin les enseignants ou d'autres catégories sociales. Et je leur dis, attendez, grâce à cet arbre, que je trouve vraiment très bien fait, ok, très bien, vous avez face à vous une personne qui est prête à vous sauter à la gorge pour des raisons X. Essayez de savoir pourquoi. Essayez de savoir pourquoi. Faites-le parler. Parlez avec elle. Attention, il faut quand même se mettre aussi vous-même en sécurité. Nous sommes d'accord. Mais en parlant, on désamorce beaucoup de choses. C'est ça. C'est ça le truc. Donc là, on voit très bien les étapes du conflit, mais la clé, c'est d'intervenir avant. Alors, quels sont les outils? Vous avez commencé à en parler un petit peu. Quels sont les outils pour intervenir avant? Donc, je pense qu'il y a la médiation, qui n'est pas un aveu d'échec, mais une stratégie de réussite, peut-être. La médiation, à mon sens, c'est la meilleure des stratégies. Pourquoi? Parce que qu'est-ce que la médiation? C'est vous prenez deux protagonistes qui, bien sûr, sont totalement opposés pour des raisons X. Ça peut être la troisième personne, une troisième personne, le médiateur qui vient parler avec l'un, parler avec l'autre et dire bon écoutez, vous avez quand même des points communs. On va mettre déjà ces points communs sur la table. Et à partir de là, on va travailler dessus. Il y a, je sais, des professionnels qui le font très bien. Il est vrai que quand médiateur, je ne l'utilise pas trop, puisque moi c'est toujours en période de crise. Je ne fais pas de médiateur, j'essaie déjà de calmer. Et la période de crise, c'est une autre chose. Le tout, c'est de comprendre qu'est-ce qui peut amener la personne, le groupe de personnes, à être dans cet état, dans cette situation de blocage. Et à partir de là, trouver des solutions. Dès qu'on commence à trouver des solutions, on peut entamer ensuite une véritable relation avec ces personnes-là ou le groupe de personnes et pour enfin terminer avec le conflit. Mais quand vous parlez de médiation, est-ce que vous pouvez nous préciser la différence qu'il y a entre sanction, médiation et négociation?
La sanction vient toujours à la fin. La sanction, c'est quand, hélas, le conflit est trop avancé. La sanction, c'est quand il y a eu conséquences, les fameuses conséquences. Médiation, c'est au moment du problème majeur, je dirais presque entre cause et problème majeur. C'est là où il y a médiation. Tandis que négociation, c'est voilà, c'est juste avant les conséquences. C'est très simple. Là, quand il y a sanction, c'est trop tard. Le coup près tombe. Le but des négociateurs, le but quand je dois travailler là-dessus, c'est d'être en amont et surtout ne pas arriver à ce stade-là. Comme je disais, il y a aussi pas mal de personnes qui font des formations de médiateurs, ce qui est très bien, mais on revient même à voir qu'est-ce qui fait pourquoi on a besoin de médiateurs. Parce que nous n'avons plus envie, la société ne se donne plus l'envie de s'écouter, d'écouter l'autre. On peut être tout à fait en désaccord avec une personne, mais il y a toujours des points communs, on peut toujours faire des points communs. Un pas en avant, c'est à partir de là qu'on peut amorcer une négo ou une médiation pour trouver une solution. Et quand il y a une désescalade de cette médiation, comment peut-on réinstaller le dialogue? Quand il y a des escalades, c'est qu'on a déjà établi un dialogue. Ok, très bien. Le tout, c'est de faire baisser ce que nous on appelle dans notre jargon la tension. La tension, même chose, quand vous voyez qu'il y a un conflit, de surtout, comme je vous le disais tout à l'heure, ne pas hausser le ton. Un ton monocorde, c'est très bien. On y arrive régulièrement. Je suis un sudiste, donc je parle, même si j'essaie de me restreindre un peu, je parle souvent avec les mains. Et attention aux gestes. C'est le paraverbal. Je ne sais pas si vous l'avez. Lors d'un conflit, regardez bien le slide en question, la communication verbale et non verbale. Le verbal, ce n'est que 7% de ce que la personne peut retenir. Tout le reste, c'est quoi? C'est l'attitude. L'attitude, le paraverbal, les gestes, le ton, c'est ça. C'est tout ça. C'est au moment de respirer calmement. Quand je vous ai dit j'ai dû faire une négo de 2 heures pour une personne qui était retranchée, j'allais surtout pas parler très vite. Quand on parle très vite, ça peut agacer, ça fait monter la tension. Donc au contraire, on est là, on se repose. Il faut avoir des temps de réflexion, des temps de silence. Quelques secondes, on ne demande pas des heures de silence, des temps de silence. Tout ça, ça ne fait que apaiser. Apaiser. C'est un terme qu'on n'entend plus beaucoup maintenant. Même chose, le paraverbal, attention à vos gestes, comme je disais tout à l'heure, je suis un sudiste, j'aime bien parler avec les mains. Certains brassent beaucoup avec les mains. Mais certaines personnes peuvent voir ça comme une agression physique. Mon Dieu, il fait quoi avec ses mains? Il va se rapprocher de moi, etc. Faites attention à vous. À vous dans le sens, comment je suis avec une personne en face de moi pour essayer de négocier, de faire un médiateur, triste, dans ces cas-là. Je reviens toujours au même, le ton de voix, respirer doucement, parler doucement. Je ne vais pas vous endormir non plus. Mais c'est ça. Faites attention. Je me rappellerai toujours de cette anecdote. Juste après le Covid, nous étions tous avec le masque. Et un élu, c'est un élu qui m'a raconté ça, un de ses administrés est venu le voir, pourtant masqué. Et là, l'administré déverse, en même temps que sa colère, les causes de sa colère. Et le pauvre élu, au bout d'un quart d'heure, ce qui peut arriver à tout le monde, à force d'écouter cette personne, a lâché le fil et a pensé à quelque chose de rigolo. Et derrière son masque,
faut imaginer, il a souri. Sauf qu'en souriant, ça a plissé les yeux, la personne en face, mais vous vous foutez de moi, vous brillez en même temps, je vous raconte tous mes malheurs, et vous foutez de moi. Conflit. Voilà. C'est ça. Il faut faire attention aux gestes, à nos paroles. On a tous des tics, que ce soit verbaux, gestuels, et là c'est un travail énorme. Donc on voit que la médiation c'est quand même un outil important, mais on ne peut pas toujours la faire seule. J'imagine qu'il y a la possibilité de travailler avec des acteurs différents. Est-ce que vous pouvez nous parler de ce travail en réseau avec d'autres personnes, d'autres professionnels? Tout à fait. Pour les médiateurs, c'est bien de travailler en réseau. Pourquoi? Parce que quelquefois, on peut, dans une situation, rester buté en tant que médiateur, et dans ces cas-là, il ne faut pas rester là en constat d'échec. Au mieux que ce soit une tierce personne qui vienne prendre le relais. C'est ce réseau-là qu'on entend. C'est bien. C'est ce que j'appelle changer de paradigme. C'est très bien, je vois de ce côté-là, mais je suis coincé. Quelqu'un vient là, ok, ça peut désamorcer une situation. C'est ça le plus intéressant. C'est aussi le réseau permettre d'avancer un peu plus dans la négociation, dans la médiation. Je n'ai pas pensé à tout. On dit souvent, il y a plus d'idées dans plusieurs têtes que dans une seule. Donc à partir de là, on peut avancer sur chaque point. C'est ça. Et puis aussi, il m'est arrivé une fois d'être complètement coincé, tout simplement parce que la personne ne m'aimait pas. Parce que physiquement, je devais ressembler à une personne avec qui elle avait déjà eu un conflit et elle refusait tout contact avec moi. C'est qu'elle a voulu me mettre en retrait et une autre personne qui vienne en avant. Voilà, dès qu'il y a impasse, ne pas vous buter. Surtout pas. C'est hop, on se met en retrait. Éventuellement, si vous avez une tierce personne, qu'elle prenne le relais. Si ce n'est pas le cas, vaut mieux dans ces cas-là se dire on va prendre rendez-vous une prochaine fois et basta. Donc cette coordination des acteurs illustre bien la nécessité de travailler à plusieurs. Mais je vais vous laisser après la parole pour conclure. Je voudrais qu'on mette en avant aussi notre mission individuelle dans notre société. On a chacun, je pense, un rôle à jouer et pour reconstruire le lien social. Qu'est-ce que vous pouvez proposer? Proposer, c'est simple, c'est aller vers l'autre, le vivre ensemble. Le vivre ensemble, est-ce que vous connaissez tous? Ici, on est dans une petite ville, j'allais dire vos voisins. Vous allez me dire oui. Vous allez me dire oui. Est-ce que réellement, dans un immeuble, vous connaissez tous vos voisins? Je ne vous demande pas de boire un apéritif avec eux, mais ne serait-ce qu'un bonjour. Je ne dirais qu'une chose. Je vais souvent aussi en intervention en tant que référent sûreté auprès des commerçants. La première chose qu'ils me disent, mais si vous savez le nombre de personnes qui rentrent dans les magasins sans me dire bonjour. Ah, tout le monde dit oui. En effet, mais combien il y en a qui le font réellement? Ou sinon, quand je vais les commerçants, c'est aussi les débits de poissons, un café. Bonjour, merci. Non. Voilà, c'est ça. C'est la communication. La communication, c'est le respect, le vivre ensemble. Oh purée. Si on avait tous ça, déjà, le respect, le vivre ensemble, ça serait pour nous, policiers, 50% de travail en moins. Ça m'arrangerait. Mais c'est ça, le bonjour, la communication. Donc c'est aussi l'écoute active, la communication, voilà. La communication non violente, l'empathie, et puis aussi le respect du désaccord, parce qu'on doit respecter aussi le désaccord de l'autre, de ce qu'il est, de ce qu'il pense. Et ça, je pense que c'est quelque chose de très important à faire dans la société. Tout à fait. On a une société qui se cristallise, on le voit bien,
se cristallisent aussi bien sur des opinions politiques, opinions économiques, sur n'importe quelle thématique. On a une société qui se cristallise. Mais qu'est-ce qu'on remarque le plus, c'est que ces personnes-là ne veulent plus discuter, ne veulent plus entendre de contradictions. Mais c'est bien la contradiction, ça peut faire avancer les choses aussi, la contradiction. Ça m'arrive régulièrement dans mon métier que les personnes viennent me voir avec des idées, bien sûr, qui peuvent être contradictoires, mais en fin de compte, en discutant avec elles, écoute active, déjà je note pourquoi elles sont en désaccord avec ce qu'on doit faire, mais en se disant, mais oui, en effet, je dois faire ça, mais au lieu d'aller à l'affrontement, contournons le sujet, contournons. C'est-à-dire qu'en fin de compte, et je reviens à l'écoute active, je viens, la personne est là, elle est en train de vous parler, communiquer, on vient toujours au même, elle a un message à vous faire passer. Est-ce que la personne qui reçoit ce message est apte à le comprendre et l'accepter? Accepter la contradiction éventuellement. Ah. Voilà. Merci pour cet éclairage. On voit quand même que le conflit n'est pas, est surtout une difficulté à communiquer, en fait, en résumé. Donc le micro va passer dans la salle et puis vous poser vos questions. Moi j'ai une question, Jean-Baptiste. Je voulais savoir si en tant que policier, vous utilisiez parfois l'humour, parce que c'est une belle arme pour désarmer un conflit. Très régulièrement. Très régulièrement, et comme je vous ai dit, c'était la semaine dernière, il y a 15 jours, j'ai fait une négociation pendant 2 heures. Je m'auto-flagellais. À la personne, je dis attention, vous avez face à vous quelqu'un qui a les cheveux blancs avant l'âge, qui est tout petit, tout chétif, donc c'est pas moi qui vais vous faire peur. Voilà. L'humour, c'est toujours bon à prendre. Voilà. Au contraire, ça vous annonce énormément. Très bien. Eh bien, je vais vous passer le micro. Une question. Merci. Vous évoquez ce problème, mais est-ce que c'est un problème mondial, un problème européen, un problème purement français? Et si c'est purement français, quelles seraient les causes? L'éducation, les règles qui ne sont plus suivies, les sanctions qui n'existent plus. Ça rentre dans le policier. J'aimerais avoir votre avis. Alors, je ne suis pas un expert pour dire que c'est mondial ou européen. Je vais m'attacher simplement à la France et c'est déjà pas mal. Alors, déjà une chose. Je reviens sur les conflits de voisinage. Proportionnellement, on a plus de conflits de voisinage en zone rurale qu'en zone urbaine. Pourtant, ça pourrait être paradoxal. Nous sommes d'accord. Mais une haie qui est mal taillée, ou le chat du voisin, ou que sais-je, mais ça c'était très régulier. Oui. Ah oui. Alors, qu'est-ce que c'est dû? Alors, on a beaucoup de causes. Comme je les ai dit au départ, les causes, ça peut être l'éducation. Oui, en effet, l'éducation. Je ne demande pas non plus le retour de la blouse, etc., mais une certaine éducation, oui. J'ai essayé d'inculquer à mes enfants, comme mes parents ont essayé de me l'inculquer. Déjà le respect de l'autre. Est-ce que les personnes, pas vous, regardez ce que vous êtes là, est-ce que toute personne que vous croisez dans votre vie ont un respect de l'autre? Ça c'est une bonne question, le respect de l'autre. Quelle que soit sa couleur, son identité, sa philosophie ou que sais-je. Le respect de l'autre. C'est bien ça déjà. Bonsoir. Moi, je travaille dans le milieu de l'enfance et je me pose la question justement sur comment gérer le coup des conflits. Certes, c'est des conflits d'enfants, mais ça reste des conflits où on peut arriver à de la bagarre derrière. Donc, selon vous, comment est-ce que vous gérez le coup des conflits d'enfants?
Alors, lorsque je suis appelé, je l'avoue quand même que c'est au niveau collège et lycée. Donc, quand vous me dites enfant, j'imagine primaire. Primaire, alors là, ils sont en construction. Là, en plus, je pense que vous êtes plus une professionnelle que moi en matière d'enfants, donc quand je dis en construction, nous sommes bien d'accord. Le tout, c'est de leur faire comprendre, en effet, que la solution de crier, de taper, ce n'est pas la solution, puisque le problème sera toujours là. Il sera toujours là. Alors, le jouet en question qui est convoité ou que sais-je, sera toujours convoité, etc., même après une bagarre. Donc, à partir de là, c'est essayer de leur faire comprendre, chose que je viens d'une famille où j'avais quelques frères et sœurs, quand on doit se partager quelque chose, on trouve vite la négociation. Et c'est ça. Et certainement avec maintenant des familles où il y a peu d'enfants, je ne dis pas qu'il y a des inégalités, il y a peu d'enfants, où sinon l'enfant unique n'a pas déjà cette négo en interne. Et c'est en effet, c'est à l'école, dans ces cas-là, de faire comprendre. Faire comprendre, quelquefois, c'est deux. J'ai vu une professionnelle, une enseignante, les mettre autour d'une table en disant bon, ben, maintenant, discutez, dites-moi quelle est la solution pour sortir de votre conflit. Je reviens même, discuter. Bonjour, désolé. Bonjour monsieur. Au-delà du bonjour et de l'empathie nécessaire, vous parliez des émotions qui sont à gérer. N'avez-vous pas remarqué qu'il y a une diminution du niveau de langage, parce qu'on a la chance d'avoir une langue française qui est très riche, qui permettait de traduire nos émotions. Là, qu'en pensez-vous? Merci. Oui, en effet, des spécialistes ont bien noté que le vocabulaire employé par nos jeunes par rapport à nous-mêmes ou à nos anciens est en constante diminution. Est-ce que c'est un problème? Je pense que oui, puisque quand on n'arrive pas à mettre des mots sur nos émotions en question, sur les causes de nos gestes, etc., oui. Qu'est-ce qu'on peut faire pour ça? Ma foi. Alors, c'est là où on peut ne pas être d'accord. Je dis toujours que pour les jeunes et pour les enfants, les premiers, ce sont aux parents d'apprendre, et non pas l'éducation nationale. L'éducation est là, seulement là pour instruire, et non pas éduquer. J'ai quelque chose qui me préoccupe en vous écoutant, c'est que comment peut-on anticiper l'acte de violence entre 2010 et aujourd'hui, on voit bien qu'il y a quand même aujourd'hui, ah oui, pardon, alors ce qui m'inquiète beaucoup, c'est entre deux personnes l'acte de violence, qui va très vite et qui peut même aller jusqu'à la mort d'une ou deux personnes. Aujourd'hui, on entend beaucoup, alors aussi dans les informations continues, ces jeunes qui, de plus en plus jeunes, qui disposent d'une arme blanche, en tout cas de quelque chose qui, indépendamment de la parole, va faire mal à l'autre gravement. Comment on anticipe ça? Est-ce qu'on peut l'anticiper? Comment on gère ça? On est bien dans le conflit là aussi. On est dans le conflit, bon, là, on est plus quasiment dans les conséquences. Alors, comment anticiper un acte violent? Déjà, les personnes, nous avons tous notre zone de confort. Par exemple, avec Corinne, nous avons une certaine distance. C'est ce que j'appelle, moi, la zone de confort. Dès que je me rapproche de la personne, voilà, c'est instinctif. C'est instinctif. C'est au moment où les personnes qui veulent faire un acte violent vont rentrer dans votre zone de confort. Votre zone de confort, dites-vous bien que c'est à peu près la taille de votre bras. À peu près. Alors imaginez, vous faites à peu près, allez, on va dire 1 mètre, 1 mètre 50 autour de vous, c'est votre zone de confort.
Si vous voyez une personne déjà rentrer dans cette zone-là, vous devez avoir les voyants au rouge. C'est à vous de vous mettre déjà dans des dispositions, soit pour vous défendre, soit pour fuir. C'est une défense aussi la fuite. Ça dépend de ce que vous voulez faire. Même chose. Les agresseurs, et ça, j'ai des spécialistes qui l'ont bien étudié, déjà, avant tout acte violent, ils regardent partout autour de lui. Le fait de voir s'il y a des témoins ou non. Dans le style, voilà. Ou se retourner, mais vous êtes face à lui, mais il tourne partout pour bien regarder. 1, s'il y a beaucoup de témoins ou pas. 2, éventuellement, sa fuite. Sa fuite, puisque après l'acte violent, il ne va pas rester sur place. Hein. J'en ai jamais vu rester sur place. C'est ça. La priorité pour vous, c'est déjà ne pas laisser entrer la personne en colère ou qui serait susceptible de faire un acte violent dans cette zone de confort, dans votre zone de confort. Attention, faites attention, c'est pas parce qu'une personne que vous connaissez qui vient vous faire la bise, elle rentre aussi dans la zone de confort, n'allez pas non plus lui casser le poignet, mais pour vous défendre. Mais en effet, si je viens, voilà, je suis rentré dans sa zone de confort. C'est à vous de faire le nécessaire. Nous, on le voit régulièrement, et c'est là où c'est intéressant, avec surtout les jeunes, où ils sont avec leur téléphone portable. Les zombies, ils ne voient pas en effet qu'une personne est entrée dans leur zone de confort. Ils ne voient rien. Ils sont plus, entre guillemets, aux aguets. Donc à partir de là, ce sont des proies faciles. Et on voit après au commissariat en disant je me suis fait voler mon portable ou voler autre chose. Si c'est que du vol, ça va. Si c'est en plus avec des violences. Voilà. Des questions? D'autres questions? Au fond. Bonsoir. Je ferai une différence entre un conflit et une violence. Un conflit, s'il n'est pas résolu, peut déboucher sur la violence. Mais, autre chose, une étude sociologique d'un groupe de chercheurs du CNRS indique que les personnes qui regardent à longueur de journée des chaînes d'information 24 heures sur 24, donc cette étude indique que ces gens sont apeurés, considèrent que la société est anxiogène, etc., etc. Donc à un moment donné, je pense qu'il faut essayer de nous détacher de ce conditionnement qu'on nous amène, vers lequel on nous amène donc, de violence. La violence existe, mais tant qu'elle reste au niveau du conflit, c'est résolu, ou c'est résolvable. Merci. Nous sommes bien d'accord, mais regardez bien, qu'est-ce qui fait, je dirais, vendre? Ce n'est pas, je dirais, le dernier repas sur les Champs-Élysées, ou c'est quoi? C'est tout ce qui est criminel, c'est tout ce qui est fait divers. Encore, en France, nous avons beaucoup de chance d'avoir des médias de qualité. Je regarde souvent la presse étrangère, ibérique, ou américaine, où sincèrement, ne serait-ce que le journal, papier, j'entends bien, sur 20 pages, aux États-Unis, sur 20 pages, vous avez facilement 15 pages de faits divers. Waouh! Après, vous sortez de là, c'est sûr que vous n'avez pas. Comme je disais en amont, vous prenez n'importe quelle chaîne d'infos en continu, entre les guerres, la crise économique, le machin, les faits divers, etc., etc. Oui, en effet, je suis entièrement de votre avis. Ces personnes-là qui sont là-dedans, déjà ne veulent plus sortir de chez elles, ne veulent plus communiquer,
ont peur de l'autre, et quand je dis peur, mais vraiment peur, et ce sont ces personnes-là qui sont les premières, si elles se sentent, j'ai bien dit, si elles se sentent agressées, à agresser physiquement la personne en face. Parce que, à force de voir tout ça, ce climat anxiogène, par les faits divers, etc., bon, bah, ça y est. Ils pensent qu'il y a une chose, c'est que c'est entre guillemets la fin du monde et qu'il faut s'enfermer et que l'autre est devenu son ennemi. Bonsoir. Nous, on travaille en agence de travail temporaire et on est confronté, là ça fait quelques temps, à énormément d'agressivité, de conflits et heureusement pour l'instant pas de violence, mais on a beaucoup de menaces. On a été formé, on sait ce qu'il faut faire, entre baisser le ton de la voix, les écouter, etc. Mais on voit vraiment une recrudescence au niveau de l'agressivité. Et en fait, en face de nous, on a un public qui ne nous écoute pas et qui ne se calme pas. Et ça se termine très souvent par des menaces et ils raccrochent. Aujourd'hui, est-ce que, en plus de tout ce qu'on fait déjà, est-ce que vous avez d'autres conseils, d'autres tips face à un public qui du coup n'est pas du tout réceptif et pour le coup n'est pas du tout dans le respect ou l'écoute? D'abord une question. C'est par au téléphone ou en direct? En présentiel ou au téléphone? Souvent au téléphone. Dans ces cas-là, nous, au commissariat, on a aussi beaucoup de personnes qui aiment bien nous remercier. J'ai donné pour instruction à mes secrétaires de raccrocher en disant écoutez monsieur ou madame, je vois que nous ne pouvons pas discuter calmement, je vais vous raccrocher, je vais raccrocher, vous me rappellerez quand vous serez calmé. Je sais très bien que nous, on a une chance, c'est qu'ils ne viennent pas chez nous après. Ce qui pourrait être le cas chez vous. Dans ces cas-là, je sais que, alors je ne sais pas pour quelle agence vous travaillez, j'ai déjà fait une instruction une information auprès d'une certaine agence pour voir déjà leur bureau, comment ils sont faits, pour voir ce que vous avez sur les bureaux et pour vous mettre éventuellement en sécurité si vous tombez sur une personne qui veut aller plus loin que le simple l'agression verbale. Il n'y a pas de souci, hein, c'est avec quand je fais mes interventions, c'est avec mon sponsor Police Nationale et c'est gratuit. Donc, je le dis. Et ça, là-dessus, les techniques, c'est très simple. C'est, oui, en effet, vous mettre en retrait, c'est très bien avoir un bureau physique, j'entends bien, un bureau physique entre vous deux. Attention à ce que vous avez sur votre bureau, parce que ça peut être aussi des projectiles. Et puis, même chose, ne pas être seul à recevoir la personne. Ça, je sais que ça peut être problématique, selon bien sûr les professions. Ne pas être seul à recevoir la personne. Pourquoi? Parce que, un contre un, il se sent fort la personne. L'agresseur potentiel. Deux contre l'agresseur, un mince. Il y en a un trop. Je vais devoir me calmer. La dernière question. Bonsoir. Dans la continuité de l'échange précédent, il y a le sentiment qu'il y a beaucoup de gens qui développent un sentiment d'impunité, typiquement qui peuvent venir au malade, dire je vous casse la gueule, éventuellement des actes délictueux. Ce qu'il faut rappeler que quand même les gens encourent, les agresseurs encourent des peines ou pas, parce qu'on a l'impression que c'est ça. C'est sérieux, je ne peux pas faire d'intervention à la CNews, mais on a l'impression qu'il y a beaucoup de gens qui peuvent se permettre n'importe quoi et avec ce sentiment d'impunité. Alors, les termes du code pénal sont très simples. Toute agression physique n'entraînant aucun jour d'interruption de travail temporaire, ITT.
Alors l'ITT, pour les personnes qui ne connaissent pas, cela permet aux magistrats, parce que ce ne sont pas des médecins, à quantifier la gravité des blessures. Plus vous avez de jours d'ITT, plus la blessure est importante. Ok ? Et en la matière, alors, violence sans ITT, c'est une amende de 4e classe qui peut aller jusqu'à 750 €. Imaginons une personne qui reçoit une gifle, elle a, hormis la gifle, elle n'a pas eu d'autres blessures, c'est ça, c'est l'agresseur, c'est 750 €. Ensuite, ITT de moins de 8 jours, donc de 1 à 8, ça monte, je parle toujours en maximum de peine, ça monte à une amende qui peut aller jusqu'à 3 000 €. Ensuite, et ainsi de suite, ça peut aller jusqu'à, alors le pire du pire, c'est les violences ayant entraîné la mort, et là c'est 7 ans de prison et je ne sais plus combien d'amendes. Je parle en maximum de peine. Et puis, concernant le fameux sentiment d'impunité, comme je dis à mes enquêteurs, notre rôle à nous, force de l'ordre, police, gendarmerie, là c'est police, notre rôle s'arrête devant les marches du palais de justice. Les magistrats sont là pour faire reste. Est-ce que le concept d'ITT s'applique aux retraités? Tout à fait, aux enfants, à tout le monde. Il faut savoir, en revanche, que, comme vous dites retraités, dès qu'il y a des personnes qui sont avec de l'âge très avancé, c'est une circonstance aggravante. Voilà. Eh bien, merci Jean-Baptiste pour tous ces propos. Merci Corinne. Et avant de vous quitter, pour prendre comme d'habitude le verre de l'amitié dans la salle Lafayette, pour pouvoir continuer à dialoguer avec Jean-Baptiste, je vais parler de la prochaine conférence qui aura lieu le 22 septembre prochain, présentée par Marie-Christine Brisset, qui est enseignante et chercheuse en psychologie, en psychologie et en sciences de l'éducation et de la formation. Elle est dans la salle ce soir, je vais l'avoir vue. Voilà. Donc j'espère que vous viendrez nombreux. Et puis, comme d'habitude également, vous savez que nos conférences sont gratuites. Et avant de partir, à la sortie, nous avons notre trésorier Jean-Maurice qui est là et qui vous attend pour un petit coup de pouce. Et on vous attend. Merci de votre présence. On se retrouve là-bas pour boire un petit verre. Merci. Attends.